Alors, on va commencer avec le petit livret Paria Nexus que je vais découvrir en même temps que vous. Donc, les premières étapes, on est souvent sur la même chose. Faites votre armée, déterminez la mission, lisez les missions, lisez la règle de mission, placez les marqueurs objectifs, créez le champ de bataille, déterminez l'attaquant et le défenseur. Donc là, c'est lorsque vous allez jeter le dé et le gagnant décide qui sera défenseur et du coup choisira sa zone de déploiement, même si sur maintenant les cartes de zone de déploiement, vous avez déjà d'afficher la zone où se met le défenseur, donc il n'a plus vraiment le choix. Et vu qu'en compétition, normalement, les layouts sont créés en miroir, j'en étais où? Donc voilà, déterminer l'attaquant et le défenseur. Bien sûr, le défenseur choisit sa zone et commence à se déployer. Ensuite, vous allez sélectionner vos secondaires, donc soit vous allez jouer en tactique ou en fixe, exactement comme en saison de Léviathan. Au niveau des missions fixes, bon, on vous parle de Adapt or Die, si jamais vous êtes abonné comme Zangounay à Twitch, vous pouvez regarder ma rediff. Je joue Space Wolf contre Drukhari et on joue pour la première fois en Paria Nexus et justement on avait la règle de mission Adapt or Die et c'est une règle qui vous dit lorsque vous êtes en mission fixe, vous avez le droit une fois durant la bataille, je sais plus à la fin de quel tour, au début de quel tour, mais tu peux changer une de tes missions fixes par une autre. Et si jamais tu joues en tactique, au moment où tu pioches une carte de mission, donc faut vraiment y aller une par une quand vous devez en piocher deux, vous piochez la première, à ce moment-là vous décidez si vous en piochez une deuxième grâce à la règle de mission pour faire le choix d'en défausser une des deux. Enfin, pour en piocher une deuxième pour pouvoir en défausser une des deux. Et ensuite piocher votre deuxième mission secondaire si jamais vous n'aviez pioché qu'une seule. Ou alors si vous ne le faites pas à la première carte de mission piochée, vous pouvez faire la même chose à la deuxième carte de mission. Et ça, si vous êtes en tactique, contrairement au fixe, vous pouvez le faire 2 fois dans la partie. Pour ce qui est des missions tactiques, celle du gendarme. Alors, si vous utilisez les missions tactiques, au début de votre première phase de commandement, vous piochez 2 cartes dans le deck de missions secondaires, jusqu'à en avoir 2 actives, jusqu'à ce qu'elles soient achevées. Bon, ça n'a pas trop changé. Au début de chacune de vos phases de commandement subséquentes, si vous avez moins de 2 missions secondaires actives, piochez-en jusqu'à en avoir 2, pas changé non plus. Et à la fin de la phase de commandement, vous pouvez dépenser 1 point de commandement pour utiliser le stratagème qui est dédié aux joueurs utilisant les missions tactiques, qui s'appelle New Order, donc Nouvel Ordre, afin de pouvoir défausser une mission secondaire que vous venez de piocher et en piocher une autre à la place. Là, on a un petit changement, car autrefois, le Nouvel Ordre, on pouvait le faire qu'une seule fois dans la partie, on n'a plus les limites. C'est-à-dire que tour 1, s'il y a une mission qui me plaît pas, je peux payer un PC, virer la mission, piocher une autre, je peux le refaire tour 2, refaire tour 3, 4, 5, pas 6, parce qu'on joue que 5 tours. Ça, c'est plutôt bien, parce que souvent, il y avait des parties où justement, quand on pouvait pas partir en mission fixe, on partait forcément en tactique, et souvent, quand les 2 joueurs partaient en tactique, selon comment on piochait les missions, bah, ça avantageait un camp plus que l'autre. Ce qui fait que maintenant, pouvoir utiliser son PC pour justement, n'importe quel tour, si on est riche en points de commandement, défausser un objectif qu'on sait irréalisable, c'est plutôt pratique. Ensuite, à la fin du tour du joueur en cours, si vous marquez vos points de victoire à ce tour, comme décrit sur la carte de mission secondaire, défaussez cette mission secondaire car elle est achevée. Et donc vous marquez les points de victoire. À la fin de votre tour, là on a une précision. C'est ici, j'ai un petit pointeur laser. At the end of your turn, avec mon puissant accent anglais. Je suis sûr que je fais des jaloux. Donc à la fin de votre tour, vous pouvez défausser une ou plusieurs missions secondaires et si vous le faites, vous gagnez un point de commandement. Ensuite, si votre deck de missions secondaires n'a plus de cartes, et ben vous ne pouvez plus générer de missions secondaires durant cette bataille. Donc à jouer des nouveaux ordres, etc. Si arrivé un moment où vous n'avez plus rien, bah tant pis pour vous. Bref, dans Paria Nexus, ce qui a changé, c'est nouvel ordre que l'on peut faire tout le temps, car tout le reste en fait c'est que de la clarification et rien d'autre. On clarifie le fait que vous défaussez à la fin de votre tour, c'est-à-dire que, bah, par exemple, pour ceux qui ont regardé le live, c'était dimanche, il me semble, que j'ai fait la partie. Non, samedi, c'était samedi. Donc contre le joueur Drukhari, à un moment, on a une mission secondaire qui est Defend Stronghold, il me semble, où on doit justement garder l'objectif dans notre zone de déploiement pour marquer 3 points de victoire, sauf qu'il se valide à la fin du prochain tour de l'adversaire. Ce qui fait que si pendant le tour adverse,
qui vous empêche de valider cet objectif, en fait, vous ne l'avez pas défaussé à la fin de votre tour pour tenter de le scorer. Et donc, début de votre tour, vous ne l'avez pas réalisé, donc il est encore présent, puisqu'il n'a pas été défaussé. Du coup, vous piochez qu'une seule carte de mission. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, ensuite, on déclare les formations de bataille. Alors, en étape 8, ici. Alors, les joueurs notent secrètement les meneurs dans leur unité, avec les bodyguards, et puis ceux qui sont embarqués dans les transports, et qui débutent la bataille en réserve. Donc, on les annonce toujours. On a des restrictions de réserve, alors ce que là, ils vont être encore plus clairs que dans Léviathan. Salut Sévatar. Bonjour, tu auras peut-être la réponse. Peut-être. Mince, j'ai envoyé le message. Hello Houston, on n'a pas reçu le message de Sévatar. Pas la question plutôt. Donc au niveau des restrictions de la réserve, donc pas plus de la moitié des unités de votre armée peuvent commencer la bataille en réserve, et le total des points de ces unités ne peuvent pas être plus de la moitié du total de points de votre armée. Les unités embarquées dans le transport, et lui-même en réserve, comptent aussi dans le calcul de la limite. Donc pour l'instant, en réalité, par rapport à ce qui est dit dans le Léviathan, ça n'a pas changé. Ce que vous mettez en réserve, maximum de réserve, c'est 50%. Et attention, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la réserve d'un point de vue général, et 50% des points de votre armée. Donc si vous jouez à 2000 points, c'est 1000 points. Alors que la réserve stratégique, c'est 25%. Mais elle est comprise dans cette réserve. Et dans cette réserve-là, si vous avez des unités qui n'ont pas des capacités comme la frappe en profondeur, etc., pour être mis en réserve générale, bien vous êtes obligé de les mettre en réserve stratégique. Et là, vous ne pouvez pas dépasser les 500 points. Alors, Sévatar, quand une unité se fait Battle Shock, alors qu'elle est en train d'accomplir une action, que se passe-t-il? Moi, une unité ne doit pas être Battle Shock pour commencer une action, c'est tout. Donc l'action est réussie. Justement, on va le voir un peu plus tard, ça, dans la deuxième page. Donc, tu auras sûrement la réponse plus tard. J'arrive en cours, il y a des changements importants. Pour l'instant, le seul vrai changement, c'est nouvel ordre que tu peux faire à tous les tours. Ensuite, ici, deuxième point, on va avoir les unités en réserve ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille durant le premier tour de bataille, en excluant les unités placées en réserve stratégique durant la bataille. Donc ça, c'est par rapport aux commentaires de règles. Toutes les unités de réserve ne sont pas arrivées sur le champ de bataille à la fin du troisième tour de bataille, considérées détruites, as do any units, ainsi que les unités embarquées dans les transports qui se trouvent en réserve. Ok, ça n'a point changé aussi. Enfin, on va avoir Deploy Army. Bon, voilà, vous déployez vos armées. Ici, on va avoir un changement. Et du coup, on nous dit, voilà, les joueurs, en gros, à tour de rôle, mettent des unités. Par contre, et puis ils doivent être entièrement dans la zone de déploiement. Bon, ça, c'est le blabla classique. Mais si un joueur met une unité titanique en jeu, alors l'adversaire doit en placer deux, je crois. They skip their next turn to set up a unit. C'est ça. Donc en fait, quand un joueur déploie une unité titanique avec ce mot-clé-là, l'adversaire va devoir en placer deux avant que ce soit de nouveau le tour du joueur qui a posé la figurine titanique d'en poser une autre unité, qu'elle soit titanique ou non. Donc du coup, ça va vraiment donner de l'intérêt aux armées Imperial Knight, donc chevaliers impériaux et chevaliers du chaos. Alors ensuite, on va passer à la deuxième phase. Alors à droite ici, je vous ai pas remis, c'est juste la légende pour dire sur la zone de déploiement, la zone rouge c'est l'attaquant, la zone verte c'est le défenseur, la tête de mort c'est l'objectif, l'espèce de petite cible c'est le milieu du champ de bataille. Voilà, j'ai gagné de la place. Comme ça me permet de l'afficher plus gros et d'y voir un peu mieux. Alors, redéploie unité. Certaines règles permettent aux joueurs de redéployer certaines unités après que les deux armées soient déployées. Certaines règles sont résolues à cette étape. Les joueurs alternent en résolvant chaque règle, en commençant par l'attaquant. Je sais plus comment c'était wordé, ça. Je crois qu'il n'y avait pas forcément de wording en Léviathan là-dessus. Je me souviens plus. Attends, je suis bête. Il est là, mon vrai. C'est quoi? C'est l'étape 10? L'étape 10, ok, c'était déterminer le premier tour. Déclarer les formations de bataille, déterminer le premier tour, résoudre les règles de pré-bataille. Ah oui, c'était après avoir déterminé le premier tour, on avait des règles comme ça. Ok, donc ouais, c'était pas précisé. Ensuite, on détermine le premier joueur, on résout les règles d'avant-bataille. Étape 13, la bataille commence. Étape 14, vous avez fait tous vos tours, donc la bataille prend fin, et on détermine le vainqueur avec celui qui a le plus de points de victoire sur 100, et sachant qu'il y a 10 points de pâture pour être battle ready. Au niveau des sources de points de victoire, on a un maximum de points de victoire en fonction du type de mission. Donc pour ce qui est de la course
combinaison de ce que vous pouvez gagner en tout entre mission primaire et mission secrète, si jamais vous en avez utilisé une, vous pouvez jamais dépasser 50 points de victoire primaire. Et pour ce qui est des cartes de mission secondaire, vous ne pouvez pas dépasser les 40 points de victoire. Et bien sûr, si vous êtes une armée en Battle Ready standard, vous avez 10 points de victoire de peinture. On nous précise avec un petit astérix juste en dessous, ici. Si on utilise les missions fixes, chaque mission fixe ne peut pas dépasser les 20 points de victoire. Ensuite, on nous explique le fonctionnement des missions secrètes. Donc à la fin du 3e tour de bataille, en commençant par le joueur qui a commencé, qui a le second tour, qui est second dans le tour plutôt, donc le 2e joueur. Si les points de victoire, c'est par rapport aux missions primaires. Rien à voir avec les secondaires du coup. La comparaison se fait qu'avec les missions primaires. Donc que sur les 50 points. Donc vous pouvez scorer comme des malades les secondaires. Si vous n'avez pas fait beaucoup de primaires et que vous avez moins de primaires que votre adversaire, il y a un petit trou dans la raquette là, j'ai envie de dire. Là, si les points de victoire de missions primaires totaux sont inférieurs ou égaux à celui de l'adversaire, vous pouvez choisir de faire une mission secrète. Et on nous dit bien Primary Mission VP. Primary Mission VP, VP source. Primary Mission. Donc c'est-à-dire que même si vous êtes un joueur qui a le plus de points de victoire, mais si vos missions primaires sont inférieures à celui de l'adversaire, vous avez le droit de lancer la mission secrète. Donc déjà c'est très fort pour, si vous avez suggéré justement en restant toujours un petit peu en dessous de votre adversaire au niveau des missions primaires, mais du coup vous pouvez performer vos secondaires mais comme vous voulez en fait. Le secondaire n'a aucun impact sur si vous pouvez ou non lancer une mission secrète. Alors ensuite je vais lire en dessous parce que pour l'instant on compare juste les missions primaires. Donc si vous lancez la mission secrète, sélectionnez une carte mission secrète que vous gardez face cachée. Vous ne pouvez pas marquer plus de 20 points de victoire de mission primaire avec cette carte, et vous ne pouvez pas dépasser les 50 points de victoire. Et tout ce qui dépasse est perdu. À la fin de la bataille, vous révélez votre mission secrète, votre adversaire. Si vous achevez le but décrit sur la carte, votre score de points de victoire décrit dessus dans cette carte, vous les gagnez. Donc en vrai, vous pouvez dominer la partie du moment que vous avez des points de primaire et juste les points de primaire inférieurs à ceux de l'adversaire, et vous pouvez lancer une mission secondaire. Donc en fait, il va peut-être y avoir un intérêt des fois de juste abandonner un objectif pour juste faire un petit différentiel de moins 5 points de victoire sur le primaire. Donc juste en évitant de capturer un objectif primaire. Et en fait, vous pouvez lancer une mission secrète. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais mis sur le total, parce que là, clairement, on va avoir des aberrations. On va avoir des gens qui vont tout faire pour avoir 5 points de différentiel au niveau du primaire. Donc des fois, ne pas capturer un objectif, ça va être ultra rentable parce que derrière, vous allez pouvoir lancer une mission secondaire. Et dès le tour 4, vous allez pouvoir reprendre la domination du primaire et mettre votre adversaire en une sorte d'échec et mat. Je pense que c'est plus difficile à faire qu'à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça va forcément encourager les joueurs à avoir ce genre de pratique. Je trouve ça un peu dommage. Ensuite, au niveau des actions, donc on va voir les réponses aux questions Gotama. Une unité ne peut pas performer d'action si une ou plusieurs de ces conditions s'appliquent à l'unité. Donc c'est au moment où vous allez lancer l'action qu'il faut vérifier tout ça. Donc est-ce que l'unité est aircraft? Non, alors c'est bon. Est-ce que l'unité à ce moment-là est battle shock? Non, alors c'est bon. Est-ce qu'elle a une caractéristique de contrôle d'objectif de 0? Si c'est non, alors vous pouvez toujours lancer l'action. Est-ce qu'elle est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, à moins que vous soyez une unité personnage et titanique en même temps, donc pareil pour aider les joueurs chevaliers impériaux et chevaliers du chaos. Si vous êtes à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, c'est foutu. Sinon, vous pouvez lancer l'action. Est-ce que votre unité a avancé ou désengagé à ce tour? Si c'est pas le cas, toujours bon. Et enfin, elle n'est pas éligible pour tirer à cette phase, en incluant les unités qui ont déjà été sélectionnées pour tirer à cette phase. Si vous avez déjà tiré ou que vous n'êtes n'importe quel effet pas éligible pour tirer, alors vous ne pouvez pas lancer d'action. Donc il faut être éligible au tir, ne pas avoir avancé désengagé, ne pas être à portée d'engagement, ne pas avoir de caractéristiques de contrôle d'objectif de 0, ne pas être battle shock et ne pas être un aérodine pour pouvoir lancer une action. Ensuite on nous dit si une unité débute une action jusqu'à la fin du tour, cette unité n'est pas éligible pour tirer ni déclarer de charge, à moins qu'elle soit une unité personnage titanique. Dans tous les cas, jusqu'à la fin du tour, cette unité ne peut pas réaliser d'autres actions et n'est pas éligible
pour déclarer une charge. Si une unité réalise une action et qu'elle fait un mouvement, en excluant les mouvements d'engagement et de consolidation, donc le peeling et la conso, ou alors qu'elle ait une capacité pour quitter le champ de bataille, l'action ne peut pas être complétée. Point. Donc, en gros, une unité qui, lorsqu'elle commence une action, n'est pas Battle Shock, dans l'exemple, dans la question posée par Gotama, alors elle peut, enfin voilà, elle respecte tous les critères au moment où elle lance l'action. Si pendant qu'elle lance l'action, tu la Battle Shock, bah en fait, ça n'appartient pas aux conditions pour faire échouer l'action. Après, ce que je peux faire, par contre, est-ce que c'est précisé sur les cartes? Des fois, Games Workshop, ils ont le talent pour nous mettre dans un livret de règles des règles, pardon, la moitié des règles, et ensuite nous rajouter une couche dans les règles de mission. Alors, dans les objectifs, je veux dire. Par exemple, dans les tactiques. Ça, c'est une action. Alors, on nous dit, par exemple, pour Containment... Nanana, non, j'ai rien pour le Battle Shock. Je regarde s'il y en a d'autres. Sabotage. Non, regarde dans les fixes. Donc si tu Battle Shock une unité alors qu'elle est en train de faire une action, au moment où elle a lancé l'action, elle n'était pas Battle Shock, il ne lui empêche pas de rater l'action. C'est vraiment au moment où elle lance l'action qu'il faut être... il ne faut pas être justement Battle Shock. Vérifie, hein, je lis un peu vite, mais j'essaie de faire attention. Et surtout de scanner s'il y a le mot Battle Shock quelque part. Donc non. Donc effectivement, au moment où vous lancez l'action, si vous êtes Battle Shock, bah c'est mort. Mais si vous réussissez à lancer l'action de la partie, l'unité se fait Battle Shock alors que vous n'avez pas encore complété l'action, bah en fait vous la complétez parce que c'est seulement au moment où vous lancez l'action qu'il faut faire un check. Après je relis l'intro. Si au moment où tu débutes l'action, tu suis aucune des restrictions, bah c'est pas parce que derrière ton adversaire va te Battle Shock que c'est mort. À moins que ce soit précisé dans la mission, par exemple sur Engage on all front, ça vous dit, donc c'est engagé sur tous les fronts, ça vous dit bien que vous marquez vos points si vous avez une unité non Battle Shock dans les quarts de table. Voilà. Alors, là-dessus, c'est terminado. On va passer et on va aller voir un petit peu, on va analyser les secondaires. Surtout les secondaires fixes pour savoir lesquels vont être intéressants à prendre. Objectif, parce que les tactiques, bah, vous êtes obligé de les jouer, mais le plus important, c'est les fixes. J'ai déjà parlé des missions secrètes dans un épisode, mais là, on peut justement discuter. Donc déjà, hop, si je mets ça, voilà, on a assassination. Assassinat. Oh, ça reste un secondaire qui est toujours très bien. Hein. Quand vous le prenez en fixe, il faut détruire une figurine personnage. On verra, c'est abattez-le, Bring It Down, où ça a été modifié quand vous le prenez en fixe. On ne parle plus de figurine véhicule monstre, mais d'unité véhicule monstre. Et ça change dans pas mal de choses dans certains détails. Là, on reste toujours sur des figurines personnages où vous marquez 4 points. Unités personnages ou plus adverses ont été détruites à ce tour quand vous êtes en tactique, c'est ça. Ouais, voilà, ça c'est quand vous êtes en fixe et ça c'est quand vous êtes en tactique, vous marquez 5 points. Ou si pendant la partie vous avez tué tous les personnages quand vous la piochez, ça aussi c'est pas mal au niveau du changement, c'est beaucoup plus clair. On vous dit voilà, si toutes les unités de l'armée de votre adversaire ont été détruites durant la bataille, bah, vous marquez quand même 5 points. Donc des fois, si ça se trouve, vous allez tuer tous les personnages adverses, vous allez piocher assassinat et hop, ça se valide. Donc pour moi, ça reste toujours un excellent secondaire si votre adversaire joue beaucoup de personnages que vous estimez pouvoir tuer, parce que clairement, il y a certains personnages, s'ils sont agents solitaires, dans votre calcul, faut pas forcément le prendre en compte. Ensuite, on a derrière les lignes ennemies, donc il vous faut une unité de votre armée qui ne soit pas Battle Shock et Aérodine, entièrement toujours dans la zone de déploiement adverse, et ça vous donne 3 points. Donc en gros, si vous êtes capable de téléporter, ou pas forcément de téléporter, mais de projeter des unités une fois par tour entièrement dans la zone de déploiement adverse, typiquement les Eldar avec les araignées spectrales, parce que c'est pas une téléportation, c'est un mouvement de 24 pouces, bah vous pouvez de base estimer que sur 5 tours, ça vous fait 15 points. Et pourquoi autrefois les balises de téléportation, enfin c'était quoi, c'est balises, téléportomeur, oui c'est ça, c'est les balises de téléportation. C'était 3 points de victoire si vous le faisiez au milieu, donc ça vous obligeait pas à projeter très loin votre unité pour pouvoir le valider, et ça faisait, sur 5 tours, ça vous faisait 15 points sur les 20. Déployer la balise, merci Razor. Là en fait, si vous avez une armée qui est capable de balancer une unité par tour entièrement dans la zone de déploiement adverse, c'est 15 points, 15 points sûrs. Ça reste pour moi, suivant les armées, par exemple en Eldar, ça reste excellent en fait. Ou même si vous n'arrivez pas à arriver dans la zone de déploiement adverse à cause des repoussoirs de FEP, vous avez certaines unités qui peuvent bouger après avoir tiré. Et derrière les lignes ennemies, c'est pas une action, c'est juste une présence. Donc vous pouvez même le faire potentiellement avec des unités qui ont 0 dossé. Bon, faut pas qu'elle soit Battle Shock par contre. Vu que balise a été nerfée, a été changée en fait, elle rapporte beaucoup moins de points, du coup on va un peu lorgner sur derrière les lignes ennemies. Donc là vraiment pour moi c'est faction dépendante. C'est même pas liste d'armées dépendantes, c'est faction dépendante, car vous avez des factions qui vont être
incapable en un tour de projeter justement des unités. Et bien sûr, bon, si vous arrivez à mettre 2 unités à un moment donné, bon, ça vous fait 4 points de victoire, donc un point de victoire supplémentaire. Je trouve que le 4 points de victoire supplémentaire, c'est à faire si vous avez l'occasion. Parce qu'en fait, pour un point de victoire, vous sacrifiez entre guillemets une unité dans la zone de déploiement adverse. Est-ce que pour un point de victoire supplémentaire, c'est rentable? Pas tout le temps. Souvent, ça va être tour 4 ou 5 où là, ça peut être intéressant. Surtout si derrière, vous avez justement la mission secrète qui vous dit je crois qu'il faut avoir une unité de ligne à portée de la zone de déploiement et que l'adversaire soit n'est pas toutes ses lignes dedans ou est toutes ses lignes dedans. Je ne sais plus trop. Question, est-ce qu'une unité avec 0 OC compte? Oui, parce que là, en fait, à partir du moment où elle n'est pas Battle Shock, c'est tout. Donc, par exemple, des Wolfen qui sont OC0 peuvent faire derrière les lignes ennemies. En fait, c'est juste un objectif de positionnement. En gros, la condition, c'est où se trouve ton unité? Est-ce qu'elle est entièrement dans la zone de déploiement adverse? Si oui, bah, tu marques tes points. Est-ce qu'elle est Battle Shock? Non. Bah alors c'est bon. Bref, vraiment pas mal. Par exemple, si ce qui va être bien, ça va être les Inceptors chez les Space Marines. Toutes les armées qui ont un stratagème pour justement arriver à 3 pouces des unités ennemies. Donc typiquement, je pense au culte Genestealers qui des fois ont un stratagème qui permet d'arriver à 3 pouces. Donc vraiment. Ou des Spore Mines de Biovore. C'est ça. Non, vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est faction dépendant. C'est pas lié à la liste d'armées. C'est est-ce que votre faction possède une unité qui est capable de le faire? Si c'est oui, c'est bon. Ensuite, on va avoir Bring It Down. Donc ça, c'est abattez-le en français. Alors voilà, on vous dit s'il n'y a pas d'unité monstre ou véhicule, vous pouvez la défausser et en piocher une autre. Ça, c'est bien aussi en termes de clarification dans Nexus Paria. Pour beaucoup de cartes, ils vous ont mis, quand elle est piochée, si jamais il n'y a pas 6 à l'autre, vous pouvez la défausser et en piocher une autre à la place. Contrairement à Léviathan où on n'avait pas ça, on nous disait juste, vu que vous ne pouvez pas le faire au premier tour, celui-ci, vous pouvez le remettre dans le deck et en piocher un autre. Voilà, c'est tout ce qu'on vous disait. Là, c'est vraiment, s'il n'y a plus rien, vous la défaussez, vous en piochez une autre à la place. Ça, c'est cool. Donc là, aussi gros changement, quand elle est active, chaque fois une unité ennemie, monstre ou véhicule est détruite, 2 points de victoire. Là aussi, on a des changements par rapport au bonus de points de victoire lié au point de vie de l'unité. Donc plus 2 si elle fait 15 points de vie ou plus, et encore plus 2 si elle fait 20 points de vie ou plus. Sachant qu'on nous précise ici, c'est cumulable. Donc si vous détruisez une unité à 20 points de vie, vous avez 6 points de victoire, ce qui vous fait 2, 4, 6. Alors là où ça change, par exemple, autrefois, si vous jouez contre des sœurs de bataille, par exemple, et qu'elle a une unité à la Morvenval et une unité Parangon, l'unité de Parangon minimum, c'est 3 figurines, donc ça fait 6 points de victoire sous Léviathan, 8 points de victoire avec Morvenval, alors que maintenant, ça fait, ça a 4 points de vie, donc ça fait 12 points de vie, je crois qu'elle a 6 points de vie, Morvenval, donc ça fait, vous avez 12 points de vie d'un côté et Morvenval à côté, parce que lorsque l'unité Bodyguard est détruite, c'est 2 unités distinctes, du coup ça vous fait 4 points de victoire, donc on perd la moitié par rapport à ce qui était avant. Donc ça, c'est une modification qui améliore certaines factions, ça rend certaines unités plus intéressantes à être jouées parce qu'elles rapportent moins de points de victoire à l'adversaire. Pareil pour tout ce qui est Rhino. Autrefois, les Rhinos, ça avait 10 points de vie, donc c'était une unité qui avait plus de 9 points de vie, donc ça rapportait 3 points de victoire, alors que maintenant, vu qu'il faut avoir 15 points de vie de plus, ça n'en rapporte que 2, ce qui est bien. Par contre, par exemple, les armigères en chevalier impérial, je crois que ça a 12 points de vie. Autrefois, 12 points de vie, je crois que ça rapportait 3 points aussi, mais vu que maintenant la limite elle est à 15, ça ne rapporte que 2 points de victoire. Si vous affrontez du chevalier du chaos, vous prenez toujours abattez-le, parce que là, il y a une chier de dogs. Donc les dogs, c'est l'équivalent des armigères chez les chevaliers du chaos. Mais intrinsèquement, chacun, en gros, je crois que sur une liste avant, pour caper les 20 points, fallait en détruire 7, que ça rapportait 3 points chacun, donc 7 x 3, 21. Alors que maintenant, il faut en détruire 10, donc ça veut dire qu'il faut en tuer 3 de plus pour équivaloir les points de victoire d'avant. Donc ça montre quand même le nerf qu'a reçu abattez-le. Pour moi, c'est un nerf qui est assez important, parce que les figurines 15 points de vie ou plus, souvent on va être sur des figurines à 12, 13, 14 points de vie. Dès qu'on va dépasser les 15 ou plus, on va être sur du démon majeur qui sont à 18 points de vie, enfin voilà, des trucs un peu plus mastoc. Et les chevaliers hors armigère dog rapportent 6 points en paria contre 5 en léviathan, c'est ça. Les gros chevaliers, vu qu'ils ont forcément 20 points de vie plus. Par exemple, Scarbrand, contrairement au démon majeur, au buveur de sang, le buveur de sang, il rapporte 4 points. Scarbrand, il en rapporte 10. Bref, c'est un rééquilibrage pour pas mal de factions, assez ciblé. Mais dès que vous pouvez faire 15...
ouais, 15-20 points contre une armée, vous allez prendre Brigade Down. Ensuite, on a Purification. Je crois que lui, il n'a pas changé. À part au niveau des règles d'action, hein, évidemment. Je crois qu'en fixe, c'était 2 points un objectif, 4 les 2 objectifs, mais que vous aviez un bonus de plus 1 point de victoire si jamais vous étiez en tactique. Maintenant, je crois que c'est 2 et 4. Et il y a eu aussi un gros nerf sur les points générés par les objectifs tactiques. Ouais, je lis pas de bonus quelque part. Donc au niveau fixe, il n'a pas changé. Au niveau tactique, il a pris 1 point de moins sur chaque condition. Cull the Horde, alors j'espère, ça c'est un truc que je vais surveiller. Quand Games Workshop va sortir sa data slate et son nouveau Munitorum, je vais checker. Là, on va le voir en live, si je vous le mets comme ça. Je crois que c'est là-dedans. Ouais, je crois que c'est par là. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est là. Vous devez utiliser ce document pour déterminer la valeur en points de chaque unité de votre armée. Chaque entrée liste les incréments de la taille d'unité qui engendrent des coûts en points différents. Cela peut changer par l'ajout de chaque figurine. Exemple 1, 2 ou 3 figurines. Peut être présenté avec des effectifs initiaux minimum et maximum. Exemple, coût pour 5 figurines et 10 figurines. Dans ce dernier cas, donc les 10 figurines, votre unité peut contenir un nombre de figurines entre ces deux bornes, mais vous devez toujours payer but, je pense que c'est payer brut, le coût en points maximum pour une unité qui commence la partie avec plus que son nombre minimum de figurines. Vous en apprendrez plus sur l'usage des points pour assembler votre armée, page blablabla, règle de base. Donc en gros là on nous dit clairement, si on revient sur Cull the Horde, ça vous dit, quand elle est active, à chaque fois qu'une unité infanterie ennemie est détruite, si elle suit une ou plusieurs de ces conditions, vous marquez 5 points de victoire. Donc si vous détruisez une unité avec un effectif de départ de 20 ou plus, vous marquez 5 points. Ou alors, si le total des caractéristiques de points de vie des figurines de l'unité détruite dépasse les 25. Donc par exemple, on va prendre une Green Tide. On va prendre une unité de 20 boys, on va la payer au coût de 20 boys. Mais on peut très bien dire, avec les règles qui sont expliquées dans le Munitorum, bah, je vais en jouer que 19 des boys. Ce qui fait que, vu que dans le décompte, on ne prend pas en compte les leaders, parce que les unités leaders attachées sont ignorées, bah du coup, j'ai 19 boys, donc tu peux pas marquer 5 points. Donc clairement, à l'heure actuelle, pour Cull the Horde, on a un vrai bug. Normalement, je pense que Games Workshop va changer la règle du Munitorum, et c'est sûrement la première chose que j'irai voir, bah, c'est qu'en fait, Cull the Horde ne sert à rien en termes d'objectifs fixes, et même tactiques, parce que tous les joueurs de Horde vont partir du principe qu'ils vont jouer en gros une figurine de moins par rapport à ce qui est demandé ici. Parce que même dans l'effectif de départ, hein, vos personnages ne comptent pas dans les conditions. Donc aussi bien les 25 points de vie que les 20 effectifs. Donc là, on a un vrai souci avec les règles actuelles du mode Léviathan. Donc vraiment, j'espère que Games Workshop changera ça. Ensuite, on va avoir Engage on All Front. Il me semble pas qu'il ait changé pour l'aspect fixe, parce qu'on est... Ah si, il y a un truc qui a changé. Autrefois, au niveau des quarts de table, il fallait être à plus de 6 pouces du milieu du champ de bataille, et fallait être au-delà de 3 pouces d'un bord de quart de table. Donc en gros, ça faisait que vous aviez entre chaque quart de table pour engager sur tous les fronts, vous aviez un espace de 6 pouces où il fallait pas être, en plus du milieu. Alors que maintenant, c'est uniquement à 6 pouces du centre du champ de bataille. Et donc du coup, bah, ça facilite justement la possibilité de marquer les points de victoire sur engager sur tous les fronts. Donc on a toujours, si vous avez 3 quarts de table, et c'est pareil, il faut juste être présent, donc vous pouvez le valider avec des unités qui ont 0 dossé. C'est pas du tout une action. Donc 3 quarts de table occupés, on va dire. Il faut être entièrement dans le quart de table, hein, toujours. Pas être présent dans les 6 pouces du centre. Vous marquez 2 points pour 3 quarts de table et 4 points pour 4 quarts de table. Donc là, c'est plutôt intéressant d'aller chercher ce plus 2 points de victoire supplémentaires en envoyant une unité dans le 4e quart de table. C'est un secondaire qui était très joué en V9. Et vu que balise de téléportation s'est fait nerf, que derrière les lignes ennemies, bah, c'est pas jouable pour toutes les factions, je suppose que engager sur tous les fronts va devenir un fixe qui sera régulièrement joué. Moi, en Space Wolf, je me vois bien le jouer. Faut pas être à 6 pouces entièrement... Enfin, faut pas être à 6 pouces du centre. Faut être entièrement dans le quart de table général. Franchement, parfait, quoi. Les scouts vont être nickel pour ça. Les loups fenriciens, vu que je joue Space Wolf. Les Wolfen, ça marchera aussi. Le tout, c'est de ne pas être aérodine. Ça tombe bien, j'en joue pas, mais faut pas être Battle Shock. Voilà, c'est la seule condition. Je pense que engager sur tous les fronts va être un fixe jouable. Ensuite, on a le nouveau déployer la balise, deploy téléporteur, voilà, c'est ça. C'est établir le locus, et establish locus. C'est le nouveau déployer la balise. En gros, ça reste une action. Donc, on suit toutes les recommandations de Nexus Paria par rapport aux actions. Hein. Bonsoir, tu penses qu'on verra plus de fixes? Dans les parties compétitives, je voyais beaucoup plus de fixes que de tactiques. Parce que souvent, ce que tu faisais, tu prenais deploy téléporteur, et derrière, souvent, tu avais soit abattez-le, il te faisait peut-être 15 points,
à la rigueur, mais ça suffit hein, sur un secondaire, 15 points. Et derrière, vous allez avoir aussi objectif hostile, assassinat, qui était jouable. Donc moi, franchement, je voyais beaucoup plus régulièrement des gens jouer en fixe qu'en tactique. Donc est-ce qu'on en verra plus maintenant? Je dirais plutôt autant qu'avant. Tout dépend des factions, parce que effectivement, tu as certaines factions qui vont être bien meilleures sur le tactique, parce que peu importe ce qui tombe, ils vont pouvoir le valider. Et t'en as d'autres qui peuvent pas forcément valider tous les tactiques, mais qui vont être forts sur des fixes. Une chose qui change beaucoup sur ce nouveau déployer de la balise, c'est qu'en fait, lorsque vous faites l'action au centre du champ de bataille, c'est plus 3 points que vous marquez, c'est 2 points de victoire. Ce qui fait que si on multiplie par le nombre de tours, c'est-à-dire 5 fois 2, 10, ça vous fait que 10 points de victoire maximum, soit 50% de l'objectif. Alors qu'autrefois, ça donnait 15 points, et vous pouviez, si vous aviez des scouts ou d'autres unités équivalentes, en mettre une ou deux, enfin, en mettre une unité dans la zone de déploiement adverse pendant 2 tours, souvent les 2 derniers tours, que là, l'adversaire a moins de ressources, ou alors il est plus éparpillé sur le champ de bataille, donc il couvre moins sa zone de déploiement, donc souvent c'était un 17 points en fait. Alors que là, maintenant, ce sera un 14 points à la rigueur. Donc on voit quand même qu'il y a un nerf par rapport à avant. Ensuite, on va avoir Recover Asset. Alors ça, il y a une vraie différence. Beaucoup disent que c'est le nouveau Deploy Téléporte-Homer et je ne suis pas d'accord. Le déployer les balises, donc le Téléporte-Homer, ça se complète à la fin de votre tour. Là, malheureusement, vous devez attendre la fin du tour adverse. Donc en fait, si vous arrivez à lancer que 2 actions dans le tour, il suffit que votre adversaire vous détruise une unité ou lui fasse faire un test de Battle Shock et qu'elle le rate pour annuler en fait Recover Asset. Donc je trouve que c'est très difficile à mettre en place. Et si vous voulez être quasiment sûr de faire 3 points, en fait, pour obliger votre adversaire à devoir gérer 2 unités en même temps, et du coup ne pas gérer le reste de votre armée, c'est de lancer les 3 actions. Donc ça veut dire une unité, je crois que c'est à portée 2 ou entièrement. Entièrement, je crois. Ouais, c'est ça, c'est entièrement dans les 3 zones différentes. Donc votre zone de déploiement, le No Man's Land et celle de votre adversaire. Donc vraiment, c'est un conditionnement que je trouve très très lourd pour les points que ça rapporte. Alors ok, si vous arrivez à faire les 3 zones, c'est 6 points d'un coup, c'est excellent. Mais en même temps, la demande de ressources par rapport aux points de victoire que vous pouvez gagner, elle est correcte. Si c'est 2 zones du champ de bataille, c'est 3 points de victoire, ou si c'est les 3, c'est 6 points. Donc là, clairement, vous avez de l'intérêt à faire les 3 zones. Mais vous devez tenir tout le tour adverse. Et souvent, si vous êtes dans la zone de déploiement adverse, il va avoir de quoi vous gérer l'unité. Donc ouais, non, pour moi, c'est complexe. Et enfin, le dernier, c'est objectif hostile. Alors, il faut récupérer un objectif qui est contrôlé par votre adversaire. Si vous réussissez, c'est 4 points de victoire. Ou alors, si votre adversaire ne contrôle aucun objectif, mais que vous récupérez le contrôle d'un objectif que vous n'aviez pas avant, vous marquez 4 points de victoire. Donc ils ont rajouté cette condition, et c'est pas mal, parce qu'en fait, ce qui se passait souvent quand vous jouiez objectif hostile, déjà de base, vous ne pouviez pas le marquer au premier tour de bataille. Maintenant, vous pouvez le faire. Ce qui fait que, à la deuxième condition, vous pouvez le scorer tour 1 si vous êtes deuxième joueur, parce que votre adversaire se sera avancé sûrement sur les objectifs. Parce que clairement, la deuxième partie, ici, c'est votre adversaire ne contrôle aucun pion d'objectif. Donc, s'il contrôle l'objectif de sa zone de déploiement, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez, par rapport à Léviathan, le réaliser quand même au premier tour si l'adversaire, je sais pas, il a des unités d'infiltration, il en a mis une sur un objectif, vous pouvez quand même valider vos 4 points de victoire si vous récupérez l'objectif qu'il contrôle. Mais s'il n'est pas dans le No Man's Land, ou en tout cas s'il est présent mais qu'il n'a pas mis un pied sur un objectif, du coup, vous pouvez pas le scorer au tour 1. Contre derrière, souvent ce qui se passait, c'est des adversaires en fin de partie, s'ils voyaient qu'ils avaient un peu l'avantage au primaire et que vous étiez un petit peu en galère au secondaire, en fait, ils se retiraient des pions objectifs et comme ça, vous pouviez plus scorer objectif hostile. Sauf que du coup, avec cette nouvelle condition, l'adversaire est quand même obligé de contrôler au moins un pion objectif. Parce que sinon, vous avez juste à mettre un petit doigt de pied sur un objectif que vous ne contrôliez pas parce que lui ne contrôle plus aucun pion objectif parce qu'il le fait exprès, vous marquez quand même vos points de victoire. Donc ça rend quand même ce secondaire plus intéressant qu'avant. Parce que vous pouvez le faire dès le tour 1, sous certaines conditions, et votre adversaire peut plus s'amuser à je me retire de tous les objectifs primaires parce que j'ai pris de l'avance et je te la mets. Donc je pense que objectif hostile pourrait faire partie des fixes à jouer, clairement. Par exemple, on pourrait très bien jouer objectif hostile engagé sur tous les fronts. Ce serait pas idiot. Ça vous demande 0 action, vous pouvez valider tout ça avec des unités à 0 de contrôle d'objectif, parce que ceux-là vont pouvoir valider engagé sur tous les fronts, puis ceux qui ont un petit peu de dossé, ils vont pouvoir justement faire objectif hostile. Donc vraiment, il y a un rééquilibrage des objectifs fixes qui est intéressant.
Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.